Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Madame, Messieurs, place au sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame, Denise Diakerou, est arrivé ce jeudi Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, dans le cadre de la poursuite de son itinérance dans l'espace Grand Kasaï. Il y a également tenu un meeting. Vous aurez des détails dans ce journal. Et puis, l'opération Ndobo se poursuit à Kinshasa avec l'arrestation de plus de 290 présumés Kuluna par le commissariat provincial de la police nationale congolaise dans la nuit du 24 au 25 décembre 2024. Et à l'international, la BOAD se dote de moyens d'amplifier son impact sur l'économie sous-régionale. Plus de détails dans ce journal. Encore une fois, bienvenue dans cette grande édition. Je l'ai dit au sommaire, en déplacement dans le Grand Kasaï, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi 26 décembre à Mbuji-Mayi dans les Kasaï oriental. Le président de la République devrait non seulement s'informer sur les réalités locales, mais aussi procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures. Il a tenu un meeting traditionnel au cours duquel il a abordé la question de la révision de la Constitution et les infrastructures notamment. Et avant l'inauguration officielle de l'hôpital d'Emouya en Mbuji-Mayi par le président Félix Tshisekedi, une équipe de fonds de promotion de l'industrie qui a financé totalement la construction de cet ouvrage a procédé le mardi 24 décembre à la remise des clés au gouvernement provincial du Kasaï oriental. La délégation du FPI, conduite par les directeurs financiers Joseph Kachunga et le team leader de projet du Grand Kasaï, François Mpoula, est arrivé dans la région pour la circonstance. Question de matérialiser la vision du chef de l'État. Suivons. Tout arrivé en Mbuji-Mayi, François Mpoula Mokendi et Joseph Kachunga, respectivement directeur adjoint chargé des études et directeur financier au Fonds de promotion de l'industrie FPI, se sont rendus à l'hôpital général de référence de l'Amouya. Ce véritable bijou architectural, le premier du genre pour la province, est un projet emblématique sous le cachet signé Fachi Béton. Les clés de cet établissement moderne ont été remises ce mardi 24 décembre 2024 à la province. La cérémonie s'est déroulée dans les halls majestueux de cet établissement sanitaire qui fait oublier les hôpitaux de la capitale et même ceux de l'étranger. En effet, l'hôpital général de référence de la Mouya est construit dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Cet hôpital brille par ses infrastructures modernes et son engagement envers le bien-être des patients. Le responsable de l'entreprise Sadi, qui a mené à bien ce projet ambitieux, a exprimé sa satisfaction d'avoir contribué à cette réalisation qui transformera désormais le paysage sanitaire de la province. Et je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui de pouvoir remettre les clés de cet ouvrage, car le parcours n'a pas été des plus aisés. Mais comme disent les Écritures, avec Dieu nous ferons des exploits. Notre exploit, c'est d'avoir mené ce projet jusqu'au bout. François Mpoula Mokendi, team leader du projet présidentiel, a précisé qu'il s'agit d'une réception technique de l'ouvrage qui précède la réception provisoire. Nous sommes ici pour la réception technique de l'ouvrage. La réception technique de l'ouvrage s'est faite avec les équipes de constructeurs, les équipes de contrôle et surveillance et les équipes de l'ALE province qui a travaillé. Et
À l'issue de ce travail, ils vont dresser un PV et ce PV devrait être remis à l'autorité à ce moment-là par l'entreprise qui a construit avec les clés. Et le PV pourrait probablement être assorti des recommandations, des choses à faire s'il y en a. L'autorité provinciale a débuté son discours en rendant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur du programme accéléré visant à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités, cadre dans lequel cet hôpital de grande envergure a été construit pour répondre efficacement aux besoins croissants en matière de santé des populations locales. Jean-Paul Mbobakapo a ensuite félicité le FPI et particulièrement l'entreprise attributaire pour la qualité des infrastructures réalisées qui témoignent d'un véritable savoir-faire. Juste une réception technique. Tout ce que nous pouvons faire, c'est rendre hommage au chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui, dans sa vision, a voulu doter la province du Kasaï oriental d'un hôpital moderne. Je crois que c'est une joie pour nous, parce qu'aujourd'hui, nous allons dire au moins dans la ville de Mbuji-Mayi, nous avons un ouvrage où les gens peuvent aller pour se faire examiner et il n'y a plus le temps d'aller en Inde, puisque tout le matériel qui sera ici comme équipement médical va devoir faire le travail qui se fait en Inde. Donc pour nous, nous pensons que le chef de l'État a fait quelque chose de très bon pour cette population et surtout pour la zone de santé de la Mouya. La cérémonie s'est conclue par la remise symbolique des clés. Les responsables de l'entreprise SADI les a remises à la province, désignée comme agence locale d'exécution à Elé. En réceptionnant ces clés, le gouverneur les a ensuite transférées au ministre provincial de la Santé, qui les a à son tour remises au médecin, chef des zones de santé de la Mouya. Alors qu'il vient d'arriver à Mbuji-Mayi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était en séjour dans le Kasaï central, précisément dans son chef-lieu qui est Kananga. Ce mercredi, le chef de l'État a visité les travaux de construction de la route Kalamba-Mbuji. Suivez ces reportages sur la presse présidentielle. Au sujet de la route Kananga-Kalamba-Mbuji, tout a été dit sur les travaux de sa réhabilitation. Le président de la République a ainsi consacré l'après-midi de la journée de nativité à l'inspection de cette route dite de l'espoir. On l'appelle route de l'espoir et même route du salut. Pour la population de la province du Kasaï central, c'est une véritable route pour le salut parce que cette route, à l'époque où elle était praticable, elle permettait à ce que cette population puisse acquérir des biens, que ce soit des biens de première nécessité. L'essentiel du coût de la vie était assez bas. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parcouru 25 km sur la route nationale numéro 1 jusqu'au village Matamba, qui constitue en même temps le point de départ de la route Kalamba-Mbuji, puis s'est dirigé vers l'usine de Concassage, site de production de gravier et de béton armé. Tous les détails de son fonctionnement ont été donnés au président de la République. La base de vie des entreprises chinoises était la dernière étape de son inspection. Accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, le chef de l'État a vu le premier tronçon asphalté de la route Kalamba-Mbuji et a reçu d'amples explications des entreprises chinoises ayant repris ces chantiers depuis le mois de septembre de cette année. Interrogé au sujet de l'évolution des travaux, le ministre des ITPR, Alexis Guissaro, a annoncé que d'ici juin 2025, les 230 km de la route dite de l'espoir seront rendus praticables en attendant les grands travaux d'assainissement et de la pose des bitumes. Nous voulons rassurer la population que cette route va être réalisée. Et nous prenons rendez-vous avec la population du Kasaï central en juillet 2027. Juillet 2027, ça veut dire à peu près dans 2 ans et demi, ces travaux seront totalement achevés, c'est-à-dire que la route sera bitumée. Mais avant ça, nous avons estimé, compte tenu de la demande pressante
du besoin de la population, nous avons convenu avec l'entreprise que d'ici 6 mois, c'est-à-dire au mois de juin 2025, que cette route soit rendue praticable. Pour rappel, lors de son arrivée à Kananga mardi, le président de la République s'adressant à ses concitoyens s'était engagé d'achever la construction de cette route avant la fin de son mandat. Lors de son meeting à Kananga, au Kasaï central, le président a insisté sur l'importance de sociétés et des infrastructures. Albert Ngalamouloumé, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du Kasaï central, a salué le discours du chef de l'État et a souligné que ce n'était pas la première fois que le président évoquait le projet tel que la route Kananga-Kalambambouji, Chute Mbombo, Katende et d'autres. Il a ajouté que l'important maintenant est de passer à la réalisation de ces projets. Suivez Albert Ngalamouloumé, joint au téléphone par Francine Moukeba. Nous avons suivi attentivement les discours tenus aujourd'hui par le président de la République lors de son meeting. Nous commençons par saluer ces grands orales du président de la République, son sens d'ouverture et sa franchise vis-à-vis de la population. Mais nous avons juste constaté que le président est revenu sur les mêmes choses, les mêmes promesses, parce que vous vous rappelez très bien, ce n'est pas la première fois que le président parle de la route Kananga-Kalambambouji. Ce n'est pas la première fois que le président parle de Chute Katende. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles le président est revenu, notamment les projets publics, l'électricité, l'eau, ainsi de suite. Donc, ce sont des choses que la population a déjà entendues. Et la population a constaté amèrement que le président de la République, depuis son accession au pouvoir, il a consommé tout un mandat. Il est en train de consommer le deuxième mandat. La situation de la population ici au niveau de la province du Kasaï central n'a toujours pas évolué. C'est la misère qui continue, c'est la souffrance qui continue, c'est l'enclavement qui continue, c'est le manque d'eau et d'électricité qui continue, c'est le chômage qui continue. Alors, nous allons continuer à suivre toutes les promesses du président de la République. Il a parlé de la route Kananga-Kalambambouji, de Chute Mbombo. Nous voulons voir le gouvernement central décaisser l'argent pour tous ces projets. On va prendre cette information en bref. L'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui avait totalement disparu des radars, est réapparu à Addis Abeba aux côtés de Moïse Katumbi. Selon leurs proches, les deux hommes ont dénoncé le choix politique désastreux du pouvoir en place et ont exprimé une opposition ferme à toute réforme constitutionnelle. Ils ont également critiqué les restrictions des libertés et exiger la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers d'opinion. Enfin, ils ont pris l'engagement de travailler sans relâche pour proposer une alternative crédible en République démocratique du Congo. Et dans un contexte de sécurité précaire au nord Kivu, l'armée loyaliste intensifie ses opérations pour neutraliser les drones utilisés par des groupes armés soutenus par Kigali, dont notamment le mouvement du 23 mars, plus connu sous le nom du M23. Cette initiative vise à renforcer la protection de populations locales et à restaurer l'autorité de l'État dans une région en proie à des conflits persistants. Gigi Nende. Le conflit qui ravage l'est de la République démocratique du Congo continue de s'intensifier, comme en témoigne le récent communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise a annoncé avoir neutralisé 6 drones kamikazes appartenant aux forces spéciales rwandaises au-dessus de Mambasa dans le territoire de Lubero, au nord Kivu. Cet incident, selon le lieutenant Mak Azukai, porte-parole de l'armée dans la zone, marque une escalade significative des affrontements dans cette région stratégique de l'est du pays. La situation est aggravée par des accusations portées par l'armée congolaise contre le groupe rebelle M23. Les FARDC affirment que les M23 utilisent des civils comme boucliers humains dans les combats. Et cette tactique, si elle est confirmée, constituerait une grave violence du droit international humanitaire et souligne la brutalité du conflit. L'utilisation des boucliers humains met non seulement en danger la vie des civils innocents, mais entrave également les opérations militaires et risque d'entraîner un nombre accru des victimes dans tous les camps. L'abattage
L'usage des drones démontre un niveau d'engagement militaire sophistiqué. Et cet incident met en lumière la nécessité d'intensifier les efforts diplomatiques pour médiatiser le conflit et éviter toute escalade. Je l'ai annoncé également au sommaire, le commissariat provincial de la police nationale de la ville de Kinshasa a annoncé avoir arrêté plus de 290 présumés membres du groupe Kuluna au cours de la nuit du 24 au 25 décembre 2024. Ces arrestations s'inscrivent dans le cadre de l'opération Ndobo, signifiant hameçon en français, lancée par le président de la République et dirigée par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani. Rachel Misenga pour plus de détails. La police nationale de la ville de Kinshasa a annoncé l'arrestation de plus de 290 personnes présumées membres de Kuluna dans la nuit du 24 au 25 décembre 2024. Ces arrestations ont été réalisées dans le cadre de l'opération Ndobo, signifiant hameçon en français, lancée par le président de la République et supervisée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani. L'objectif principal de cette opération est de poursuivre sans relâche les criminels et les bandits urbains, plus communément appelés Kuluna, afin de renforcer la sécurité dans la capitale. Les personnes interpellées ont été transférées devant diverses instances judiciaires pour répondre de leurs actes. Parmi celles-ci, 94 prévenus ont été jugés par les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Ngalema, statuant en procédure de flagrance. Sur ces 94, 90 ont été condamnés à 20 ans de prison pour terrorisme urbain, tandis que 10 ont été acquittés de charges de vol et de main armée et 2 mineurs ont été renvoyés devant leur juge naturel. Après ces verdicts, les condamnés seront envoyés dans des prisons de haute sécurité, comme l'a précisé le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, commandant de la police de Kinshasa. Outre ces mesures contre le phénomène de Kuluna, la police de Kinshasa poursuit également ses efforts pour améliorer la gestion de la circulation dans la ville. En particulier, elle mène une campagne de répression contre les véhicules en mauvais état qui circulent dans la capitale. Ces actions visent à réduire les embouteillages et à assurer une meilleure sécurité routière dans la ville. La lutte contre le deux fléaux, les banditismes urbains et la circulation chaotique demeure une priorité pour les autorités locales. Le 20 décembre 2024, le tribunal militaire garnison du Kinshasa-Ngalema a rendu son verdict après une audience publique au terrain STP à Kintambo concernant 84 prévenus arrêtés lors de l'opération Ndobo pour des faits de terrorisme et de vol à main armée. Plusieurs accusés, dont Mbandou Mavinga alias 0D, ont été condamnés à 20 ans de prison pour terrorisme, tandis que les accusations de vol n'ont pas été retenues pour 10 d'entre eux, faute de preuves. Le tribunal a également ordonné la détention immédiate de certains prévenus et confirme le peine d'amende. Gigi Nende nous en dit plus. Le vendredi 20 décembre 2024, le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Ngalema a rendu son jugement dans le cadre d'une audience publique tenue au terrain STP situé dans la commune de Kitambo. Cette audience portait sur une procédure de flagrance inscrite sous le numéro 1805/24 impliquant 94 prévenus accusés principalement de terrorisme et de vol à main armée, arrêtés dans le cadre de l'opération Ndobo. Le ministère public était représenté par l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalema et plusieurs prévenus ont été identifiés dans l'affaire, parmi lesquels Mukoko, Luvanda, Josué ainsi que Mbandou Mavinga alias 02, un des principaux accusés. Après une délibération suivie d'un vote au scrutin secret, à la majorité des membres de la composition du tribunal, plusieurs décisions ont été prises. Le tribunal s'est d'abord déclaré incompétent à l'égard des prévenus Bopeto Kotuna et Mujiri Shanganga, les renvoyant devant leur juge naturel. En revanche, il s'est déclaré compétent pour juger les autres prévenus. Concernant l'infraction de terrorisme, le tribunal a estimé à la majorité des voix que l'infraction était bien établie à l'encontre de certains prévenus qui ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale. En revanche, pour l'infraction de vol à main armée,
le tribunal a répondu par la négative à la question de savoir si les prévenus poursuivis pour ce crime étaient coupables. Il a estimé que l'accusation de vol à main armée à charge de 10 prévenus n'était pas prouvée. Par ailleurs, le tribunal a décidé qu'aucune circonstance atténuante ne serait accordée aux prévenus reconnus coupables de terrorisme, une décision prise également à la majorité des voix. L'audience a également permis de préciser des mesures concernant la détention des prévenus. L'arrestation immédiate du prévenu Mbandou Mavinga, alias 02, a été ordonnée, tandis que la détention des autres prévenus, à l'exception des Bopeto Kotuna et Moudiri Changanga, qui sont mineurs, a été confirmée. De plus, tous les prévenus reconnus coupables ont été condamnés au paiement de frais d'instance fixés à 100 000 francs congolais chacun, avec la possibilité de subir des sanctions supplémentaires en cas de non-paiement. Le jugement a été rendu par une formation de juges composée du capitaine magistrat Kwesh Mchaluangi, président de Bassabange Mabambu, du capitaine Banze Mbouya, de Ngenze Kize Bundonatien et du commissaire Litingi Lissassou, tous juges à sa sœur. Le ministère public était représenté par le sous-lieutenant magistrat Moulenga Emmanuel, substitut du procureur militaire, et le greffier du siège, capitaine Dugbawayawaya et Malongo Bernard, a assuré le bon déroulement de la procédure. Après cette décision, les prévenus ont la possibilité de former appel contre le jugement rendu, ce qui pourrait donner lieu à une nouvelle phase judiciaire. Cette affaire témoigne de la volonté des autorités judiciaires de lutter fermement contre le phénomène Koulouna. Une autre brève. Dans ce journal, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué ce jeudi une inspection surprise de travaux de réhabilitation de la voirie de la capitale et accompagné du gouverneur de la ville de Kinshasa mais également le président de l'Assemblée provinciale. Elle a débuté sa tournée par la route Kulumba avant de visiter plusieurs communes dont Limete, Massina et Barumbu. La première ministre a constaté des infrastructures en mauvais état mais a salué le progrès notable, notamment la reprise des travaux après une longue pause. Elle a souligné l'importance pour poursuivre le projet de réhabilitation afin de désengorger les routes et améliorer la circulation à Kinshasa. Elle a aussi insisté sur la nécessité de restaurer les routes de desserte pour stabiliser les activités économiques de la ville-province de Kinshasa. Et les exploitants miniers artisanaux de la République démocratique du Congo vont désormais bénéficier de l'assurance vie et de l'assurance santé. Cette bonne nouvelle est rendue possible grâce à une convention signée mardi 24 décembre à Kinshasa entre le SAIMAP et Activa Assurance, représentés respectivement par leurs directeurs généraux. Reportage de Francine Moukeba et Enika Bamba. Les exploitants miniers artisanaux de la RDC vont désormais bénéficier de l'assurance vie et de l'assurance santé. Cette bonne nouvelle est rendue possible grâce à une convention signée ce mardi 24 décembre à Kinshasa entre les SAIMAP, services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et de mines à petite échelle, et Activa Assurance, représentés respectivement par leurs directeurs généraux. Le directeur général du SAIMAP, Paul Kapongo Kadiombo, a expliqué que les deux assurances vont bénéficier aux exploitants artisanaux regroupés en coopérative ainsi que leurs dépendants. Devant la presse, le directeur général du SAIMAP a remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, pour son implication personnelle dans la recherche des voies et moyens en vue de l'amélioration des conditions de vie des exploitants artisanaux du secteur minier. Il a aussi remercié le ministre des Mines pour sa vision claire en la matière. D'abord, c'est un pari gagné pour le SAIMAP, notre service. Les Congolais étaient délaissés, ces Congolais qui travaillent dans des conditions très difficiles. Et il n'y avait pas une garantie pour les rassurer. Aujourd'hui, depuis notre avènement, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'artisanat minier congolais son champ de bataille, et bien entendu, l'avènement du nouveau ministre de Mines, Excellence M. Kizito Pakabomba, qui a pris une détermination pour faire de l'artisanat minier congolais sa priorité. J'avais décidé, à ma qualité de directeur général du SAIMAP, de signer
ce protocole d'accord avec Active Assurance RDC pour permettre d'assurer nos compatriotes congolais, les artisanaux. Et vous savez, ça fait beaucoup de temps que ces artisanaux n'ont jamais été assurés. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté, c'est une garantie pour leurs femmes qui vont rester. Parfois, ils tombent dans des puits, ils ne sont pas assurés, la santé et tous les enfants qui restent comme ça. Et avec l'avènement de cette société Assurance Activa, nous allons bien acheminer et nous pouvons dire que c'est vraiment un pari gagné pour notre service. De son côté, Patrick Nou, directeur général d'Activa Assurance, s'est montré satisfait et confiant. Il faut dire que le partenariat avec le SAEMAP est un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons travaillé d'arrache-pied depuis des années, sous la houlette du directeur général, de réfléchir et de mettre en place un produit d'assurance qui peut permettre aux exploitants artisanaux d'avoir accès au bien-être social. Donc ça passe déjà par une assurance maladie, donc on couvre autant l'exploitant, ses enfants et son épouse, et on va au-delà de ça, on leur appelle ce qu'on appelle une prévoyance collective. Lorsque celui-ci va décéder, on vient en appui à la famille en leur apportant des frais funéraires, autant pour l'exploitant artisanal, autant pour sa femme, autant pour un enfant qui venait à décéder. La cérémonie des signatures de la convention de collaboration a eu lieu devant la presse en présence notamment de la DGA en charge des finances ainsi que des directeurs et conseillers du SAEMAP. L'on retient que cet événement est une première dans l'histoire des artisanaux congolais. Grâce au management de l'actuel comité de gestion du SAEMAP conduit par Paul Kapongo Kadiombo, les exploitants miniers artisanaux ne se sentiront plus marginalisés et délaissés. Madame, Messieurs, vous suivez la grande édition du journal télévisé sur Géopolise Télévision. Maintenant, nous allons quitter Kinshasa et la République démocratique du Congo afin de nous envoler en dehors de frontières congolaises. Avec ces nouveaux apports, la BOAD se dote de moyens d'amplifier son impact sur l'économie sous-régionale. Une bouffée d'oxygène pour l'UMOA qui cherche à renforcer ce secteur clé. Rosie Chioyo. La Banque ouest-africaine de développement vient de sécuriser 336 milliards de francs CFA des financements approuvés par son conseil d'administration le mercredi 18 décembre. Ces ressources fruits du partenariat avec la KfW, la Banque allemande de développement et l'Agence japonaise de coopération internationale vont alimenter des projets stratégiques dans l'UEMOA. L'objectif, donner un coup d'accélérateur aux petites entreprises au numérique et aux infrastructures. Première annonce majeure, une 5e ligne de crédit de 100 millions d'euros de la KfW destinée aux micro et petites et moyennes entreprises. Ces fonds transiteront par les établissements financiers de l'UEMOA, banques, institutions financières et microfinances pour offrir des prêts aux petites et moyennes entreprises souvent exclues du financement classique. Un coup de pouce essentiel pour un secteur qui représente jusqu'à 90% des entreprises dans la région et joue un rôle clé dans la création d'emplois. Autre volet stratégique, le numérique. Le Conseil a également validé un prêt et une subvention de 13,5 millions d'euros de la KfW destinée à la deuxième phase du Fonds de transformation digitale en Afrique de l'Ouest. Cette initiative tente de répondre aux besoins urgents du financement pour les projets numériques dans les États membres de l'UEMOA afin d'accélérer leur transition technologique. Enfin, la BOAD bénéficiera d'un concours conjoint de la JICA et d'un consortium de banques commerciales à hauteur de 400 millions d'euros. Un financement qui devrait cibler entre autres des projets stratégiques dans le domaine des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture. En 2024, la BOAD a frôlé de peu de 100 milliards de francs CFA d'engagement cumulés, un record pour l'institution. L'année dernière, la majorité des pays producteurs de gaz n'ont pas réussi à réduire significativement le torchage du gaz naturel, une situation persistante due à l'insuffisance des infrastructures et au manque d'investissement. Rosie Chioyo. L'Algérie se positionne pour s'établir comme un leader mondial en matière de réduction du brûlage des gaz à la torche. Cette idée s'appuie sur les progrès de l'État dans ce domaine en 2023 par rapport à l'année précédente. Cette année-là, l'Algérie s'est illustrée comme les pays où le torchage du gaz, pratique consistant à brûler les gaz naturels faute d'infrastructures adéquates pour son captage et son utilisation, a les plus reculées. Plus largement, les performances de l'Algérie en matière de réduction des torchages de gaz n'ont cessé de progresser ces 4 dernières années grâce à l'engagement des Sonatrach, l'entreprise publique des hydrocarbures dans les projets de
récupération de gaz torché. C'est notamment le cas d'initiatives concernant les gisements des Assim Messoud, le plus grand champ pétrolier du pays, ainsi que d'autres gisements de moindre ampleur comme ceux de Tinguetorin, Onat et Tinfouye Tabakor. Bien que la banque considère que cette pratique continuera de gagner du terrain à travers le monde en raison, entre autres, du faible engagement à traiter les gaz associés comme une ressource à part entière, plutôt comme un sous-produit, elle pense que le torchage du gaz continuera à baisser en Algérie. Il reste à l'Algérie à promouvoir les investissements nécessaires pour maintenir cette dynamique. Relever les défis en matière de financement constitue, selon une analyse des experts de Rystad Energy, les moyens pour les pays de limiter les gaspillages considérables de ressources et l'impact sur l'environnement qui représente le torchage du gaz. Ce journal est terminé, madame, messieurs. Place au rappel des titres. Le président de la République démocratique du Congo, accompagné de la première dame Denise Nyakeru, est arrivé ce jeudi à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, dans le cadre de la poursuite de son itinérance dans l'espace Grand Kasaï. Et il a également tenu un meeting, vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, l'opération Dobo se poursuit à Kinshasa avec l'arrestation de plus de 290 présumés Kuluna par le commissariat provincial de la police nationale congolaise dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et la BOAD se dote de moyens d'amplifier son impact sur l'économie sous-régionale. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement fini. Merci à vous de nous avoir suivis et nous voulons le meilleur.